Mon frère a mis ma fiancée enceinte, mais mes parents ont pris son parti, il l'épousera pour assumer ses responsabilités, tu dois lui pardonner. Mais des années plus tard, ils m'ont supplié de l'aider. Je savais depuis toujours que mon frère, Kao, un homme de 20 ans, était l'enfant chéri. Même quand nous étions enfants, c'était évident. Mes parents, surtout ma mère, l'ont toujours traité différemment. S'il pleurait parce que sa tour de bloc tombait, maman s'asseyait avec lui pendant 1 heure, le serrant dans ses bras et lui disant qu'il était sensible et avait besoin de soins supplémentaires. Et il me disait d'arrêter de faire le bébé et de ranger mon désordre. J'ai appris très tôt que les règles étaient différentes pour lui et pour moi. Kao a toujours été spécial à leurs yeux. Maman disait que c'était parce qu'il était sensible, et papa avait tous ses rêves que Kao devienne médecin. Pour mon père, je pense que c'était une question de vivre à travers lui. Papa a toujours voulu être médecin, mais il n'a jamais fini l'université. Kao était sa seconde chance pour ce rêve. Pendant ce temps, j'étais juste Mako. Je n'étais ni spécial ni sensible. J'étais le fils qui avait de bonnes notes, qui ne causait pas de problème et qui ne demandait pas grand-chose. Je n'avais pas besoin d'être choyé comme Kao, alors il m'ignorait. Je n'ai pas réalisé à quel point cela était profond jusqu'au lycée, quand j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'informatique. J'ai pensé, enfin, ce sera quelque chose dont ils seront fiers. Je veux dire, qui ne serait pas heureux que son fils obtienne une bourse complète pour l'université, n'est-ce pas? Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, je me souviens encore de la scène exacte. J'étais debout dans la cuisine, tenant la lettre. Ma mère y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête et a dit, « C'est bien, chérie. Tu pourras aider Kao avec ses demandes d'admission à la faculté de médecine plus tard. » C'est tout. C'est tout ce que j'ai reçu comme félicitations pour avoir travaillé si dur pour obtenir une bourse. Kao, pendant ce temps, était aussi au lycée, obtenant à peine la moyenne en biologie, mais on aurait dit qu'il avait guéri le cancer à la façon dont ma mère le louait. Ce n'était pas seulement dans les études. Tout dans ma vie semblait plus petit comparé à la sienne. Par exemple, quand j'ai commencé à sortir avec Ashley en terminale, j'étais complètement amoureux. C'était ma première relation sérieuse et elle était incroyable. Ashley était une de ces personnes qui vous faisaient vous sentir calme juste en étant à ses côtés. Elle travaillait à temps partiel dans un salon tout en finissant le lycée, et depuis lors, elle était déjà concentrée sur l'épargne pour l'avenir. Elle était pratique, intelligente et se souciait beaucoup de moi. Mais mes parents s'en fichaient. Ils ne voulaient pas la rencontrer. Quand Thanksgiving est arrivé cette année-là, je leur ai demandé si Ashley pouvait se joindre à nous. Ma mère a littéralement dit, ce n'est qu'une romance de lycée. N'en fais pas toute une histoire. Ça m'a fait mal. Je voulais que mes parents la rencontrent, qu'ils voient ce que je voyais, mais non. Ashley n'était pas assez importante. Kao, d'un autre côté, chacune de ses petites amies était traitée comme une reine. Elles étaient toujours au dîner de famille, recevant des parts de gâteaux faits maison, et mes parents les choyaient comme si elles étaient déjà leurs belles-filles. Je me souviens d'un soir à table, écoutant ma mère interroger la petite amie de Kao sur ses rêves et ses projets de carrière. J'étais juste assis là, pensant où était cet enthousiasme pour Ashley. Pourtant, Ashley et moi avons réussi. Je suis allé à l'université, grâce à ma bourse, pendant qu'elle restait travailler au salon et économisait de l'argent. Nous avons eu une relation à distance pendant 2 ans, des appels vidéo, des week-ends, des visites quand je pouvais les organiser. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre. Ce n'était pas facile, mais nous construisions quelque chose. Quand j'ai demandé Ashley en mariage l'été dernier, j'ai senti que tout cela en avait valu la peine. Nous étions dans un petit parc près de son appartement, et j'avais économisé pour lui acheter une bague simple mais magnifique. Elle a pleuré quand je lui ai demandé, et nous avons tous les deux ri à travers les larmes parce que nous étions si heureux. Pour la première fois, j'ai senti que ma vie avançait enfin. À ma grande surprise, mes parents ont semblé accepter Ashley après que je l'ai demandé en mariage. C'était comme si un interrupteur s'était actionné dans la tête de ma mère. Soudain, Ashley faisait partie de la famille. Ma mère a même commencé à lui poser des questions sur les plans du mariage et sur le type de robe qu'elle voulait. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était un signe que mes parents changeaient, que peut-être ils commençaient enfin à me voir, pas seulement Kao. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Thanksgiving est revenu, et cette fois, je suis rentré à la maison excité. J'avais l'intention de parler à ma famille du mariage et de commencer à parler de l'avenir, peut-être même leur montrer à quel point je réussissais à l'école et avec mon stage.
J'avais l'impression que les choses commençaient enfin à s'aligner pour moi. Puis j'ai reçu le message. C'était d'Ashley, à l'improviste, il faut que je te parle, Starbucks, urgent. J'ai eu un horrible pressentiment, mais j'ai essayé de l'ignorer. J'ai pensé qu'elle était peut-être juste stressée par le mariage. Quand je suis entré dans le Starbucks, je n'oublierai jamais à quoi ressemblait Ashley. Elle était assise à une table d'angle, tenant une tasse de café à deux mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait stable. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis assis, et avant même que je puisse demander ce qui n'allait pas, elle a lâché, « Je suis enceinte. » C'est de chaos. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal entendu. En fait, je lui ai demandé de répéter, en espérant que j'avais mal compris, mais non. Elle l'a répété. Elle a commencé à pleurer, essayant d'expliquer. Elle a dit que c'était arrivé pendant l'été, quand Kao venait souvent à son salon. Il parlait de la distance qui me séparait d'elle, de la solitude qu'elle devait ressentir. Elle a dit qu'elle ne savait même pas comment ça avait commencé, mais que c'était juste arrivé. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas mis en colère. Je suis juste resté assis là, à la regarder. Après une minute, je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis sorti. Je ne lui ai rien dit. Je suis juste parti. Je ne me souviens pas de grand-chose du trajet de retour à la maison après ce qu'Ashley m'a dit au Starbucks. J'avais l'impression que mon cerveau s'était déconnecté du reste de mon corps. La radio jouait quelque chose, probablement une de ces chansons pop surjouées, mais pour moi, ce n'était que du bruit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me sentais juste vide. Quand je suis arrivé chez mes parents, il faisait déjà nuit. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis là un moment, regardant la lumière du porche. C'était surréaliste, comme si j'étais sur le point d'entrer dans un rêve où rien n'avait de sens. Je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter Kao ou mes parents, mais j'avais besoin de réponses. À la seconde où je suis entré dans la maison, je l'ai vu. Kao était assis sur le canapé, la tête baissée, les épaules affaissées. C'était sa pose typique, la tête baissée, comme un enfant pris à voler des biscuits. Ma mère planait autour de lui tapotant le dos et lui tendant des mouchoirs. Elle ne pleurait pas, mais elle avait l'air inquiète, comme si Kao était la victime ici. Mon père était près de la fenêtre, les bras croisés, ne disant pas un mot. Il semblait éviter toute la situation. La tension dans la pièce était suffocante. C'était comme si tout le monde m'attendait, comme si j'étais la dernière pièce d'un puzzle très désordonné. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je dit. Ma voix est sortie plus basse que je ne le voulais, mais elle a quand même percé le silence. Ma mère a été la première à parler, « Mako, asseyons-nous et parlons-en calmement. » Calmement. Ce mot m'a instantanément mis sur les nerfs. Je ne voulais pas de calme. Je voulais la vérité. Je voulais savoir comment ma fiancée, la femme avec qui j'avais prévu une vie, s'est retrouvée enceinte de l'enfant de mon frère. Ne me dis pas d'être calme, ai-je cassé. J'ai regardé directement Kao. C'est à toi de parler. Dis quelque chose. Kao n'a pas levé les yeux, il a juste marmonné quelque chose dans sa poitrine. Quoi, ai-je dit, cette fois plus fort. Parle plus fort. Ma mère est intervenue, comme si elle était son avocate. Il assume la responsabilité de ses actes, Mako. C'est un grand pas pour lui. Il va être père. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un grand pas. Comme si c'était un exploit pour lequel je devais le féliciter. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire amusé. C'était amer. Un père. Il ne peut même pas passer un cours de biologie de base et maintenant vous pensez qu'il est prêt à être père, ai-je dit, en regardant mon père, qui regardait toujours par la fenêtre comme si rien de tout cela ne le concernait. Il s'est tourné vers moi, soupirant, comme si j'étais le problème ici. Ils sont jeunes, ils font des erreurs, Mako. Si tu aimes vraiment Ashley, tu devrais la laisser partir. Ils vont avoir un bébé. La laisser partir, ai-je répété, sentant la colère monter en moi. C'est votre solution. Votre fils couche avec ma fiancée et je devrais juste la lui donner comme si de rien n'était. Ne parle pas comme ça, m'a interrompu ma mère. C'est une bénédiction, Mako. C'est un signe. Un signe de quoi, l'ai-je interrompu.
Que votre précieux fils ne peut assumer la responsabilité de rien. Que je devrais juste continuer à vous supporter tous. Le visage de ma mère s'est durci. Kao a fait une erreur, mais il fait ce qu'il faut maintenant. Il assume et nous devrions le soutenir en famille. En famille. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne faisais pas partie de leur famille. Pas vraiment. J'étais juste le fils de secours, celui qui faisait tout bien mais qui n'a jamais compté autant que Kao. J'ai de nouveau regardé Kao. Il n'avait toujours pas dit un mot. Pas même une fausse excuse. Il ne pouvait même pas lever la tête. Vous savez quoi, ai-je dit, la voix tremblante. C'est bon. Vous voulez le soutenir, vous pouvez le faire. Je m'en vais. Je vous quitte tous. Ma mère a semblé surprise. Mako, ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Non, je le pense, ai-je répondu. Vous avez pris votre décision. C'est lui. Ça a toujours été lui. Je me suis retourné et je suis allé directement dans ma chambre. J'entendais ma mère me suivre, essayant toujours de me calmer, mais je m'en fichais. J'ai pris une valise dans mon placard et j'ai commencé à tout y jeter, des vêtements, mon ordinateur portable, des livres. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber des choses, mais je n'ai pas arrêté. Mako, tu es, a dit ma mère depuis l'embrasure de la porte. C'est ta famille. Je me suis retourné pour la regarder, et pour la première fois, je me fichais de ce qu'elle pensait. Non, vous êtes sa famille. Vous avez cessé d'être la mienne il y a longtemps. Elle avait l'air sur le point de pleurer, mais je ne me sentais plus mal. Plus jamais. Quand j'ai fini de faire ma valise, mon père était aussi apparu. Il se tenait à côté de ma mère, avec la même expression de désapprobation qu'il me montrait toujours quand je ne suivais pas ses règles. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. Réagis de manière excessive, ai-je répété. Votre fils a couché avec ma fiancée et c'est moi qui réagis de manière excessive. Je suis passé devant eux, traînant ma valise jusqu'à la voiture. Aucun d'eux n'a essayé de m'arrêter. Je pense qu'ils pensaient que je me calmerais et que je reviendrais, mais je savais que non. C'était définitif. Cette nuit-là, je suis retourné sur le campus. C'était un trajet de 3 heures et j'ai passé tout le temps en silence, je n'ai même pas mis de musique. Quand je suis arrivé à mon dortoir, je me suis assis sur le lit et j'ai regardé le mur. Tout semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Le lendemain matin, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai supprimé tous mes comptes de médias sociaux et j'en ai créé de nouveaux. J'ai bloqué mes parents, Kao et Ashley. Toutes les photos que j'avais avec elles sont allées directement à la poubelle. Je ne les ai même pas regardées. Je ne pouvais pas. Les semaines suivantes, mes amis ont remarqué que je me comportais bizarrement. Ils me posaient des questions sur le mariage et tout ce que je disais, c'est annulé. Je ne veux pas en parler. Cela leur a suffi pour arrêter de poser des questions. La seule personne avec qui j'ai gardé le contact était ma tante Mar. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis avec toi, neveu. Un jour, ils le regretteront, crois-moi. À ce moment-là, je me fichais de savoir s'ils le regrettaient ou non. Je voulais juste disparaître. Les jours suivant la rupture de contact avec ma famille, j'avais l'impression de flotter dans un étrange limbe. Je n'étais ni triste ni en colère. Je ne ressentais pas grand-chose. Je me réveillais, j'allais en cours, je mangeais quelque chose si je m'en souvenais, et je restais debout tard à regarder mon écran d'ordinateur jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour penser. Je ne me permettais pas de traiter ce qui s'était passé, parce que si je le faisais, j'avais l'impression que je pourrais m'effondrer. Je suis devenu un robot, réveil, code, cours, répétition. J'ai arrêté de parler à la plupart de mes amis. Quand les gens me posaient des questions sur Ashley ou le mariage, je disais juste, c'est fini. Je ne veux pas en parler. Je ne devais d'explications à personne et je ne voulais pas leur parler du désordre absolu qu'était ma vie. Je me suis jeté dans la programmation et les études comme si j'étais possédé. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. J'avais toujours été bon en programmation, mais maintenant, c'était tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. J'ai commencé à rester tard dans le laboratoire d'informatique, à construire des projets aléatoires et à peaufiner mes propres programmes juste pour le plaisir. Si je ne travaillais pas sur des devoirs,
j'apprenais de nouveaux langages de programmation ou j'expérimentais avec des logiciels de cybersécurité, n'importe quoi pour occuper mon esprit. Un de mes professeurs, le professeur Adams, qui enseignait un cours facultatif de cybersécurité, a commencé à remarquer combien de temps je passais au laboratoire. Un jour, il m'a demandé de rester après le cours. Il m'a demandé si je serais intéressé à collaborer à un projet de recherche sur lequel il travaillait. Il n'avait pas de fonds pour me payer, mais il a dit que ça ferait bien sur mon CV. J'ai dit oui sans hésiter. Je me fichais d'améliorer mon CV, j'avais juste besoin de quelque chose à faire. Travailler avec le professeur Adams s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'était un type sans chichi avec un sens de l'humour sec, mais il connaissait vraiment son affaire. J'ai passé chaque seconde libre dans son bureau ou au laboratoire, apprenant les tests de pénétration, les analyses de vulnérabilité et les algorithmes de cryptage. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de construire quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. Pendant que je me plongeais la tête dans le travail, la vie à la maison s'effondrait. Au début, je n'en savais rien, bien sûr, car je ne parlais à personne. Mais ensuite, ma tante Mar a commencé à me contacter. Ma tante Mar est la sœur aînée de ma mère et a toujours été le mouton noir de la famille. Elle ne s'entendait jamais avec ma mère, mais elle a toujours eu un faible pour moi. Je pense qu'elle a vu comment mes parents traitaient K.O. et ne pouvaient pas le supporter. C'était la seule personne que je n'ai pas bloquée. De temps en temps, elle m'envoyait un message ou un email pour prendre de mes nouvelles. 6 mois après avoir coupé le contact avec ma famille, elle m'a envoyé un message, K.O. a échoué à la faculté de médecine. J'ai pensé que tu devrais le savoir. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment après avoir lu ça. Je ne savais pas ce que je m'attendais à ressentir, peut-être de la satisfaction ou un sentiment de justice, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du vide. Bien sûr qu'il a échoué. Il avait à peine la moyenne en biologie au lycée, sans parler de la faculté de médecine. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à coder. Les mois suivants, ma tante Mar a continué à me tenir au courant. K.O. n'a rien dit à mes parents sur ses notes jusqu'à ce qu'il ait déjà été expulsé. À ce moment-là, il avait dépensé la majeure partie de l'argent que mon père avait économisé pour ses frais de scolarité. Mes parents ont été furieux au début, mais ils sont rapidement revenus à leur routine habituelle de trouver des excuses pour lui. Ma mère a dit que K.O. était sous trop de pression et avait besoin de temps pour se trouver. Mon père a blâmé l'école d'être trop stricte. La vérité était que K.O. n'avait jamais travaillé pour rien de sa vie, alors quand les choses sont devenues difficiles, il a simplement abandonné. Après avoir abandonné la faculté de médecine, K.O. est retourné à la maison. Il a passé les premiers mois à ne rien faire pendant que mes parents le choyaient. Ma mère trouvait des excuses pour justifier pourquoi il ne travaillait pas, il traite tout. Pendant ce temps, mon père parlait de seconde chance. Pendant ce temps, Ashley avait donné naissance à une petite fille. Elle l'élevait principalement seule, car K.O. ne faisait pas l'effort de s'impliquer. Il aidait de temps en temps, mais selon ma tante Mar, cela signifiait généralement que ma mère le pressait jusqu'à ce qu'il passe 1 heure ou 2 avec le bébé. Entendre tout cela ne me faisait pas me sentir mieux. Si quoi que ce soit, cela ne faisait que renforcer ce que je savais déjà, mes parents choisiraient toujours K.O., peu importe à quel point ils se trompaient. Mais pendant qu'ils étaient occupés à nettoyer ces dégâts, je construisais ma propre vie. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais déjà une offre d'emploi qui m'attendait. C'était d'une start-up intéressée par le logiciel de cybersécurité que j'avais aidé à développer avec le professeur Adams. Ils ont tellement aimé mon travail qu'ils m'ont offert un poste de développeur junior avec une participation dans l'entreprise. J'ai accepté le poste et j'ai déménagé dans une nouvelle ville, loin de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Ces premiers mois à la start-up ont été difficiles. Je travaillais 12 heures par jour, je mangeais des ramen instantanés et je dormais sur un matelas par terre dans mon appartement. Mais je m'en fichais. Je faisais quelque chose que j'aimais. Le logiciel que nous développions avait un réel potentiel, et j'en faisais partie. Un soir, après une journée particulièrement longue, j'ai reçu un autre message de ma tante Mar, K.O. travaille chez Target maintenant. Ta mère s'inquiète pour lui. Ils ne savent pas quoi faire. J'ai lu le message puis j'ai posé le téléphone, regardant le plafond. Ce n'est pas que j'étais surpris. K.O. avait passé toute sa vie à être traité comme quelqu'un de spécial, et maintenant il faisait face à la réalité qu'il ne l'était pas. Je savais que ce n'était pas mon problème, mais cela me laissait quand même un sentiment étrange. Pas de la tristesse, exactement, juste de la lassitude. Ce soir-là,
Je n'ai pas répondu à ma tante Mar. Je ne savais pas quoi dire. 1 an plus tard, ma start-up a décollé. Le logiciel que nous avons développé a attiré l'attention de certains investisseurs, et soudain, nous grandissions plus vite que prévu. J'ai été promu développeur principal, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire et d'assez d'argent pour déménager dans un appartement décent. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être en contrôle de ma vie. Je pensais moins à ma famille et plus à l'avenir. Il ne faisait plus partie de mon monde, et j'étais d'accord avec ça. Ma tante Mar prenait encore de mes nouvelles de temps en temps, mais je ne lui ai jamais demandé de nouvelles de K.O. ou de mes parents. Je ne voulais rien savoir d'eux. 4 ans après avoir quitté ma famille, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose en moi m'a dit de répondre. Quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix de ma mère à l'autre bout du fil. J'ai gelé. « Mako » a-t-elle dit, la voix étranglée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Mako, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Il m'a fallu une seconde pour retrouver ma voix. « Comment as-tu eu ce numéro ?» ai-je demandé. Je ne leur avais pas parlé depuis près de 4 ans. Je m'étais assuré qu'ils n'avaient aucun moyen de me contacter. « Ta tante me l'a donné » a-t-elle répondu. « Mako, s'il te plaît, écoute-moi. On a besoin de ton aide. » Les choses ont été difficiles. Ce mot, difficile, me semblait un euphémisme, mais je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'aurais dû raccrocher tout de suite, mais je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie stupide de moi était curieuse de savoir ce qu'il voulait. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, mon ton froid. Je n'ai pas essayé de cacher mon dédain. Ma mère a pris une profonde inspiration et ses mots ont commencé à sortir en cascade, comme si elle ne pouvait plus les retenir. « On a des ennuis, Mako. La santé de ton père n'est pas bonne. Il a été à l'hôpital 2 fois cette année pour son cœur. On a dû vendre la maison pour couvrir les erreurs de K.O. Les erreurs de K.O., ai-je répété. Je savais que je n'aurais pas dû demander, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle a hésité un moment avant de tout expliquer. Apparemment, K.O. avait emprunté 40 000 $ pour une opportunité d'affaires qu'un ami lui avait présentée. Il n'a pas donné de détails, probablement parce qu'il ne les connaissait pas ou parce qu'il ne voulait pas admettre à quel point ça sonnait ridicule. L'entreprise a fait faillite en 1 mois. Quand K.O. n'a pas pu rembourser le prêt, mes parents sont intervenus, utilisant leurs économies de retraite pour essayer de le sauver. Cela, combiné aux factures médicales de mon père, les a forcés à vendre la maison. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville, et bien sûr, K.O. a emménagé avec eux. Où irait-il d'autre? Mako, on n'a plus rien, a dit ma mère, la voix brisée, comme si elle était sur le point d'éclater en sanglots. K.O. essaie, il cherche un emploi, mais... Cherche un emploi, les-je interrompus, sentant la colère monter en moi. Maman, K.O. a 24 ans. C'est un homme. Pourquoi résolvez-vous toujours ces problèmes? Parce qu'on est ses parents, a-t-elle répondu en élevant la voix comme si cela expliquait tout. Puis, elle a de nouveau adouci son ton. Mako, s'il te plaît, on a besoin de toi. Ton père est malade et je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé ma voix ferme. Pourquoi devrais-je vous aider, ai-je demandé. Vous avez clairement montré il y a 4 ans quelle était ma place dans cette famille. Ce n'est pas juste, a-t-elle répondu rapidement. On ne savait pas quoi faire à l'époque. K.O. a fait une erreur, mais il essaie maintenant. Essaie, ai-je dit avec sarcasme. Vivant toujours à vos crochets, comme toujours. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration saccadée et tremblante. Finalement, elle a parlé. S'il te plaît, Mako, a-t-elle dit, presque suppliante. Ton père est très malade et on n'a plus rien. On a besoin de toi. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Pendant un instant, j'ai imaginé à quoi il devait ressembler maintenant, mon père, voûté, les cheveux grisonnants, regardant par la fenêtre d'un petit appartement, ma mère, faisant les 100 pas, inquiète, et K.O., assis sur le canapé la tête baissée, tout comme ce soir-là il y a 4 ans. C'était presque trop facile à visualiser. Mais je n'ai pas eu pitié d'eux. Pas vraiment. La seule chose que je ressentais, c'était de la lassitude,
comme si tout cela était la conclusion naturelle des choix qu'ils avaient faits. Vous avez choisi, ai-je dit à voix basse. Vous avez choisi Kao. Vous l'avez toujours fait. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Mako, s'il te plaît. Je n'ai rien à vous donner, les jeux interrompus. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé de mon appartement, regardant mon téléphone sur la table. Mes mains tremblaient encore. Ils n'ont pas rappelé. Je suppose qu'ils ont compris que je n'allais pas changer d'avis. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis juste resté assis dans le noir, rejouant la conversation encore et encore dans ma tête. Je me disais que je m'en fichais, qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Mais peu importe le nombre de fois où j'essayais de me convaincre, je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment de vide. Ce n'était pas de la culpabilité. Je ne me sentais pas coupable pour eux, mais entendre la voix de ma mère, à quel point elle semblait désespérée, a remué quelque chose en moi que je ne voulais pas affronter. Le lendemain matin, j'ai appelé ma tante Mar. « Je savais que tu appellerais après ça, a-t-elle dit, d'un ton calme en sirotant son café. Ta mère a dit qu'elle allait essayer de te contacter. Tu lui as donné mon numéro, ai-je demandé, essayant de paraître agacé mais échouant. Détends-toi, gamin, a-t-elle répondu. Ce n'est pas moi. Tu sais comment est ta mère, elle n'abandonne pas facilement. J'ai soupiré en me frottant le visage. Quoi d'autre se passe avec Kao? Eh bien, tu sais comment il est. Il attend toujours que la vie lui offre quelque chose sur un plateau d'argent. Tes parents ont à peine de quoi payer le loyer et ta mère ne sait pas quoi faire de tout ça. Elle ne devrait pas avoir à gérer ça, ai-je répondu amèrement. Kao devrait. Oui, eh bien, a-t-elle dit d'un ton sarcastique. Certaines personnes ne grandissent jamais. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et quand j'ai raccroché, je me sentais épuisé. Ma tante Mar n'a jamais enrobé les choses, et j'appréciais ça, mais entendre parler du désordre dans lequel mes parents s'étaient mis ne faisait que me sentir plus distant d'eux. J'avais passé les 4 dernières années à construire une vie pour moi-même, une vie dont ils ne faisaient pas partie, et maintenant ils voulaient que je revienne et que je répare tout. Je n'allais pas le faire. Je ne pouvais pas. Les semaines suivantes, je me suis plongé encore plus profondément dans le travail. Mon entreprise grandissait, et nous lancions une mise à jour majeure de notre logiciel. J'avais de quoi me distraire. Je me disais que j'allais bien, que mes parents n'étaient pas ma responsabilité, et que je ne leur devais rien. Mais la nuit, quand l'appartement était silencieux et que mon esprit n'avait nulle part où aller, j'entendais toujours la voix de ma mère, « On a besoin de toi ». Il n'a pas fallu longtemps pour que ma tante Mar comble les lacunes que ma mère n'avait pas voulu me dire. Je lui envoyais des messages de temps en temps, non pas parce que je voulais vraiment savoir, mais parce que la curiosité a une façon de vous ronger quand vous essayez de l'ignorer. Je suppose que je voulais savoir jusqu'où tout cela était allé, comme regarder un accident de voiture sur le bord de la route. Une semaine après l'appel de ma mère, ma tante Mar m'a envoyé un email, « Kao avait besoin d'une nouvelle opportunité d'investissement, alors tes parents ont vendu la voiture. Ta mère a pleuré pendant des heures après l'avoir laissé partir. » J'ai lu cette ligne en buvant mon café du matin et j'ai secoué la tête. Je n'aurais pas dû être surpris. Vendre la voiture ressemblait exactement à quelque chose que mes parents feraient, se pliant en 4 pour permettre à Kao pour la énième fois. L'enfant chéri ne pouvait jamais faire de mal, même quand il les menait à la ruine. Au fil du temps, ma tante Mar m'a raconté plus. Kao a essayé une autre entreprise, cette fois convaincu par un vieil ami qu'il pouvait gagner des milliers en vendant des appareils électroniques reconditionnés en ligne. Ça n'a pas marché, bien sûr. Kao ne connaissait rien à la gestion d'une entreprise, et en un mois, tout s'est effondré. Mais pas avant qu'il ne supplie mes parents de l'aider à y investir. Cette fois, ils n'avaient pas l'argent pour le renflouer, pas après avoir vendu leur voiture et perdu leur maison. Selon ma tante Mar, Kao a fait une crise de colère quand ils ont dit non, comme un enfant à qui on refuse des bonbons au magasin. Ma mère, cependant, a toujours essayé de le réconforter, on trouvera une solution, chérie. Ne t'inquiète pas. Ça aurait été presque comique si ce n'était pas si pathétique. Pendant ce temps, je continuais d'avancer. Mon entreprise connaissait sa meilleure année à ce jour. Le logiciel que nous avons développé gagnait beaucoup d'attention, et j'ai commencé à voyager pour rencontrer des investisseurs et des partenaires commerciaux. J'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai déménagé dans un appartement plus grand. Ma vie me semblait enfin être ma vie, quelque chose que j'ai construit à partir de zéro,
sans l'implication ou l'approbation de ma famille. Je n'ai parlé de ma famille à personne au travail. Pour eux, j'étais juste un autre gars qui travaillait dur et avait de la chance. Et peut-être que c'est ce que j'étais. Environ 3 mois après l'appel de ma mère, ma tante Mar m'a envoyé un autre email. Ton père a eu une autre visite à l'hôpital. Son cœur, encore. Il est stable, mais ta mère est terrifiée. Elle ne le dit pas, mais je pense qu'elle sait qu'elle n'a plus d'option. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment après l'avoir lu. Mon père avait toujours été le genre d'homme qui semblait invincible quand j'étais enfant. Même quand il n'était pas particulièrement chaleureux ou affectueux, il y avait quelque chose de constant en lui. L'idée qu'il soit malade, même fragile, me semblait étrange. Mais je n'ai pas pris contact. Je ne pouvais pas. Environ un mois plus tard, ma tante Mar m'a appelé. Elle n'appelait généralement pas, donc je savais que c'était quelque chose de sérieux. J'ai répondu immédiatement. Bonjour, tante Mar, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré à l'autre bout du fil. Tes parents vont plus mal que je ne le pensais, a-t-elle dit. Et maintenant, ai-je demandé. Ta mère a perdu son emploi, a-t-elle répondu. Ils vivent avec presque rien à ce stade. Ton père ne peut plus travailler à cause de sa santé et KO, eh bien, tu sais comment est KO. Il est toujours à la maison, au chômage, à ne rien faire pendant qu'ils ont à peine de quoi payer le loyer. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Mako, a-t-elle dit après une pause. Ils sont désespérés. Ta mère ne me l'admettra pas, mais je peux dire qu'elle continue de laisser des indices, espérant que tu reviendras et que tu sauveras la situation. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit à voix basse. Je sais, a répondu ma tante Mar. Mais elle ne le voit pas de cette façon. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes avant qu'elle n'ajoute, je ne te dis pas ça pour te faire sentir coupable, Mako. J'ai juste pensé que tu devrais savoir. Merci de me le dire, ai-je répondu. Tu te débrouilles bien pour toi-même, a-t-elle ajouté. Ne les laisse pas te ramener dans leur désordre. Je ne le ferai pas, ai-je dit, et je le pensais. Quelques semaines plus tard, ma curiosité a eu raison de moi. J'ai cherché KO sur Internet. Je n'avais pas pris de ses nouvelles depuis des années. J'avais bloqué des comptes, supprimé des amis communs et coupé tous les ponts. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai tapé son nom sur Facebook. Son profil était toujours public. La dernière publication datait de quelques semaines, une photo de lui assis sur le canapé de mes parents en pantalon de jogging avec une manette de jeu vidéo à la main. La légende disait, je me la coule douce. La vie est courte, vous savez. Les commentaires m'ont fait grincer des dents. Ses anciens amis l'encourageaient toujours, tu le mérites, mec, tu iras loin bientôt, frérot. J'ai fermé l'onglet, dégoûté. Comment pouvait-il encore avoir des gens qui l'encourageaient après qu'il n'ait rien fait de sa vie, pendant que mes parents sacrifiaient tout pour le maintenir à flot? J'ai pensé envoyer une capture d'écran à ma tante Mar, mais je ne l'ai pas fait. Ça n'en valait pas la peine. Quelques mois plus tard, mon entreprise a conclu un gros contrat. La participation que j'ai reçue dans le cadre de mon plan d'action était suffisante pour me mettre à l'abri financièrement pendant des années. J'ai fêté ça avec quelques collègues, j'ai eu un bon dîner, puis je suis retourné à mon appartement silencieux. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé, pensant au chemin que j'avais parcouru. J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, la liberté, la stabilité et une carrière dont j'étais fier. Mais peu importe ce que j'accomplissais, une partie de moi portait encore le poids de ma famille. Il ne me manquait pas, exactement. L'idée d'une famille me manquait, une famille qui serait fière de moi, qui me soutiendrait et qui me choisirait quand cela comptait. Mais ce n'était pas la famille que j'avais. Un soir au hasard, alors que je finissais de travailler, j'ai reçu une demande de message sur Facebook. Je n'utilisais pas beaucoup Facebook, mais j'ai vérifié par habitude. C'était de KO. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, débattant si je voulais même l'ouvrir. Une partie de moi disait de l'ignorer, de simplement le supprimer et de passer à autre chose. Mais la curiosité l'a emporté, et je l'ai ouvert. Le message était court, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'essaie de réparer les choses. J'ai eu tort et je suis désolé pour tout. Maman et papa ne vont pas bien. J'ai juste pensé que tu devrais le savoir. J'ai regardé les mots pendant un long moment. Je suis désolé pour tout. C'est ce qu'il disait. Après toutes ces années,
ses excuses arrivaient avec au moins 5 ans de retard. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, je suis resté au lit, pensant à mon frère Kao. Il a toujours été la personne que je détestais le plus, non seulement pour ce qui s'est passé avec Ashley, mais pour tout le reste, la façon dont mes parents l'ont élevé, comment ils lui ont tout donné sur un plateau d'argent, comment il a pris et pris sans rien donner en retour. Mais ce n'était pas seulement Kao qui m'avait déçu, mes parents aussi. Ils ont fait de lui ce qu'il était, et maintenant ils en payaient le prix. Mais ce n'était plus mon problème. Le lendemain matin, ma tante Mar a appelé. Ce n'était pas habituel qu'elle appelle, alors j'ai répondu immédiatement. Mako, c'est ton père, a-t-elle dit, sa voix plus douce que d'habitude. Il a eu un autre épisode cardiaque. Cette fois, c'est sérieux. Il ne pense pas qu'il s'en remettra. Je me suis assis à la table de la cuisine, laissant ces mots pénétrer. Je ne savais pas quoi dire. Ta mère est anéantie, a poursuivi ma tante Mar. Elle ne gère pas bien la situation. Et Kao, eh bien, tu sais comment est Kao. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Qu'est-ce que maman attend de moi, ai-je demandé. Elle n'a rien dit, a répondu ma tante Mar. Mais tu sais comment elle est. Je pense qu'elle attend que tu te montres, que tu sois là. Pendant un moment, je l'ai envisagé. J'ai pensé à y retourner, à m'asseoir à côté de mon père, à voir ma mère, à voir Kao. Peut-être qu'il me regarderait différemment cette fois. Peut-être qu'il regretterait la façon dont il m'avait traité. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je voulais. Je ne cherchais pas la clôture ou des excuses. J'avais fait la paix avec ça il y a longtemps. Je suis désolé d'apprendre pour mon père, ai-je dit finalement. Mais je ne rentre pas, tante Mar. Je ne peux pas. Elle n'a pas essayé de me convaincre. Je comprends, a-t-elle répondu. Tu as fait ce que tu devais faire, Mako. Ne te sens pas coupable. Je ne le fais pas, ai-je répondu, et c'était vrai. Mon père est décédé une semaine plus tard. Ma tante Mar m'a envoyé un email pour me le faire savoir. Elle m'a dit qu'il y avait eu de petites funérailles avec quelques membres de la famille et des voisins. Kao était là, bien sûr, debout à côté de ma mère, comme si rien n'avait changé. Je n'y suis pas allé. J'y ai pensé, mais à la fin, j'ai décidé que me présenter ne ferait que plus de mal que de bien. Je n'avais rien à dire, et je ne voulais pas faire semblant. Au lieu de cela, j'ai passé cette journée à travailler dans mon bureau, à terminer un projet sur lequel je travaillais. Je n'ai parlé de ce qui s'était passé à personne au travail. C'était juste un autre jour, et honnêtement, je préférais que ce soit ainsi. Quelques mois plus tard, ma tante Mar m'a de nouveau contacté, cette fois avec des nouvelles de ma mère. Elle ne va pas bien, Michael, m'a-t-elle dit au téléphone. La perte de ton père l'a vraiment durement frappé. Et Kao, eh bien, Kao est toujours Kao. Il vit avec elle, mais il n'aide pas. Ils ont à peine de quoi payer les factures. J'ai pris une profonde inspiration, laissant ces mots pénétrer. Et qu'est-ce qu'elle attend de moi, ai-je demandé. Elle n'a rien demandé, a répondu rapidement ma tante Mar. J'ai juste pensé que tu devrais le savoir. Tu ne leur dois rien, Mako. Tu as déjà assez donné. J'ai toujours apprécié cela chez ma tante Mar. Elle n'a jamais essayé de me faire sentir coupable ou de me pousser à faire quelque chose que je ne voulais pas. Elle me disait juste la vérité et me laissait décider. J'y penserai, lui ai-je dit, même si je savais déjà quelle serait ma réponse. Tu sais que je serai là pour tout ce dont tu as besoin, a-t-elle répondu. À la fin, je n'ai jamais contacté ma mère. J'y ai pensé plusieurs fois, surtout après les messages de ma tante Mar, mais chaque fois que je le faisais, je me souvenais de la façon dont les choses avaient été. Je me souvenais de ce que j'avais ressenti ce soir-là dans le salon pendant que mes parents défendaient Kao. Je me souvenais de la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais le problème. Certaines personnes disent que la famille, c'est tout, mais je ne le crois pas. La famille n'est tout que si elle vous traite comme si vous comptiez. Sinon, vous avez le droit de vous en aller. C'est ce que j'ai fait. Des années plus tard, je construisais toujours ma vie, j'avançais toujours. J'avais une maison, une carrière et des amis qui me semblaient plus une famille que mon propre sang. Je ne détestais plus mes parents ou Kao. Je ne ressentais ni colère ni amertume. Si quoi que ce soit, je me sentais libre. Parfois, la liberté ne vient pas de la victoire, mais du fait de s'en aller.